Bonjour à tous, merci d'être nombreux devant cette session. Session qui promet d'être passionnante et que je suis très heureuse de modérer. Donc, il s'agit d'une session qui va être consacrée à l'utilisation de la bébinoradrée au bloc pédiatrique. C'est une préoccupation qui est relativement récente et qui finalement a évolué en parallèle des questions qu'on se pose sur les épisodes d'hypotension péropératoire et les éventuels effets délétères cérébraux associés à ces épisodes d'hypotension. Donc, pour traiter de ce sujet, nous avons la chance d'avoir deux experts en anesthésie pédiatrique, le professeur Gilles Orliaguet, qui travaille à Necker et qui traitera plutôt de façon favorable l'utilisation de la noradrénaline au bloc opératoire chez l'enfant, et le docteur Mathilde Dequeiroz, qui travaille à l'HFME à Lyon et qui nous donnera une vision peut-être un petit peu plus modérée de cette utilisation. Voilà, donc je donne la parole à Gilles Orliaguet. Alors, bonjour à tous, bonjour Isabelle, bonjour Mathilde. Je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir confié le oui pour la bébinoradrée au bloc de pédiatrie. Alors, en fait, j'ai divisé mon propos en trois parties. On va revenir sur le ou les objectifs, plus précisément, de l'utilisation. Pourquoi le choix de la bébinoradrénaline et puis finalement, comment l'utiliser. On débute par les objectifs et premier objectif de la bébinoradrénaline, c'est pour lutter contre l'hypotension artérielle qui n'est pas rare. L'étude que vous connaissez tous, Apricot, largement citée, plus de 30 000 anesthésies. L'hypotension artérielle est retrouvée dans 55% des événements critiques chez l'enfant et nécessite un recours aux vasopresseurs dans en gros un tiers des cas. Et la proportion de patients les plus concernés, c'est aux âges extrêmes, entre guillemets, de la pédiatrie, les nouveau-nés et les ados. Une autre étude plus récente, Nectarine, cette fois-ci, on se concentre sur les nourrissons et les nouveau-nés. Et là, on va regarder les événements critiques qui nécessitent un traitement et ça va concerner un gros tiers des patients. Parmi ce gros tiers des patients, 1 sur 2 va présenter un épisode d'hypotension artérielle et finalement, en gros, 10% de la cohorte va nécessiter un recours aux vasopresseurs ou aux inotropes pour lutter contre l'hypotension. Autre deuxième élément, l'objectif, c'est rester au-dessus de la limite inférieure d'autorégulation. Vous avez ici la courbe d'autorégulation vasculaire et je vous rappelle que le débit sanguin cérébral qui est présenté en ordonnée, eh bien, théoriquement, il est indépendant de la pression de perfusion cérébrale, définie comme la pression artérielle moyenne moins la pique, présentée en abscisse, pour un large range de pression de perfusion. Ce n'est qu'en dessous de valeurs situées en gros autour de 50, qu'on descend en dessous de la limite inférieure d'autorégulation. Et là, le débit sanguin cérébral devient directement dépendant de la pression de perfusion et donc de la pression artérielle. Et on a un risque d'ischémie cérébrale. Ce seuil est situé évidemment plus bas chez les enfants plus petits. Des travaux, notamment des travaux lyonnais, ont essayé d'identifier ce seuil. Ici, ce seuil était défini par la valeur d'oxygénation cérébrale qui ne variait pas. C'est-à-dire, en gros, on fixe une valeur, vous voyez, dans l'ensemble de la population autour de 39, enfin on va dire 40 mm de mercure, pour éviter une chute d'oxygénation cérébrale. Il y a des différences en fonction des tranches d'âge, on l'avait cité juste avant. Vous voyez que ce seuil est situé probablement un peu plus bas chez les moins de 6 mois et plus haut chez les plus de 6 mois. Troisième élément, pour justifier le recours à la bébinoradrénaline, pour éviter un remplissage vasculaire excessif qui va retarder la récupération après chirurgie et augmenter les complications. Je vous présente ici une étude qui a comparé deux groupes de patients pédiatriques, un groupe qui a un gros volume, on va dire, de remplissage et un groupe qui a un volume plutôt habituel. Eh bien, lorsqu'on met le focus sur le groupe gros volume, on s'aperçoit qu'il a des durées de séjour prolongées, un délai avant la reprise alimentaire également prolongé et des besoins en oxygène plus de 24 heures, plus importants que dans le groupe remplissage, on va dire, habituel, modéré. Un autre travail, ici on est dans la traumatologie pédiatrique et on garde les effets d'un remplissage vasculaire et l'apparition de complications. Et on voit que plus les enfants vont être remplis et plus le risque de complications, et on parle là de complications graves, puisqu'il y a des syndromes de détresse respiratoire aiguë, des défaillances multiviscérales, qui va augmenter. Quatrième élément à prendre en compte, parce que le maintien de la normotension est recommandé.
Donc on avait traduit les fameux SEFTOT, hein, les 10 commandements de l'anesthésiste, à travers les 10 essentiels en anesthésie pédiatrique. Et comme vous le voyez ici, le maintien de la normotension est un des objectifs. Alors on va passer maintenant à la réflexion de pourquoi finalement choisir la baby noradrénaline. Eh bien parce qu'elle a des effets adrénergiques favorables qui vont permettre des effets vasopresseurs bénéfiques. Comme vous le voyez, elle a essentiellement des effets alpha et un peu moins bêta, en tout cas quelques effets bêta 1 qui peuvent être intéressants. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par une augmentation des résistants vasculaires systémiques importants qui va donc contribuer au maintien de la pression artérielle, un effet bénéfique certes modéré sur le volume d'éjection pour maintenir le débit cardiaque, et des effets peu tachycardisants, contrairement par exemple à l'adrénaline. Actuellement, on dispose essentiellement bitartrate de noradrénaline, qui est donc la noradrénaline ou le lévofed, présenté en concentration de 0,5, 1 ou 2 mg par millilitre, le plus souvent utilisé à des dilutions de 5 ou de 10 microgrammes par millilitre. Prochainement, on devrait avoir à disposition le Chronomir, directement dilué à 10 microgrammes par millilitre. Car son utilisation est recommandée. Je vous rappelle les recommandations de la Société française d'anesthésie-réanimation dans le choc hémorragique et plus récemment des recommandations européennes pour la prise en charge du saignement majeur avec coagulopathie. Et là, les auteurs vous rappellent que si vous souhaitez remplir, mais de façon modérée, avec une stratégie restrictive, eh bien que vous ne parvenez pas dans cette stratégie restrictive à obtenir votre objectif de pression artérielle, c'est l'indication de la noradrénaline. Car son utilisation est plutôt efficace et sûre. Ici, c'est une thèse de médecine réalisée au CHU de Marseille, un collectif de 72 enfants, en gros 5 à 6 ans, plutôt gravement malades. Ils ont des scores ASA 3 à 5 pour la majorité d'entre eux. Et vous voyez l'évolution au fil du temps dans 3 tranches d'âge, nouveau-nés, nourrissons, enfants, après administration de noradrénaline. Eh bien, on va obtenir, et c'est ce qui est cherché, une amélioration de la pression artérielle. Ce qui était intéressant également dans ce travail, c'est les déterminants d'une hypotension artérielle persistante plus de 15 minutes. Alors certes, le degré d'urgence, l'urgence, mais le fait d'avoir utilisé en première intention l'éphédrine. Aucune complication locale, alors c'est un petit effectif, observé dans cette étude avec la noradrénaline. Des travaux réalisés en réanimation pédiatrique sur des enfants en état critique, sur des plus gros collectifs pour des durées de perfusion qui peuvent parfois dépasser 5 heures, rapportent des taux de complications, en particulier d'extravasation, qui sont de l'ordre de 1 à 2%. Cette première étude, 2,2. La suivante, 4 cas d'extravasation sur des perfusions veineuses périphériques. Finalement, donc je pense que c'est assez rassurant. Et puis parce qu'elle est de plus en plus largement utilisée au bloc opératoire ainsi qu'en réanimation pédiatrique, y compris par voie périphérique. Tous ces travaux récents, vous voyez, entre 2020 et 2022, en atteste. Alors, dernier élément de cette présentation, comment je vais l'utiliser? Eh bien, cette étude très intéressante réalisée en réanimation pédiatrique polyvalente à Necker est une étude de pharmacologie. 38 nourrissons âgés, vous voyez, de 7 mois, gravement malades, parce que, en gros, ils ont de multiples dysfonctions d'organes, 37% d'entre eux, plus de 3, avec des scores de gravité, le score PELOD élevé. Dans cette population, on regarde en haut l'évolution de la pression artérielle en fonction du temps et en dessous l'évolution de la concentration de noradrénaline en fonction donc du temps et donc de la durée de perfusion. Ce qui est intéressant évidemment, c'est de voir que l'administration de noradrénaline va permettre d'améliorer la pression artérielle, mais les points sur lesquels j'attire votre attention, c'est que cet effet dépend évidemment de l'âge et du poids, mais également de l'état de santé du patient. Vous avez en bas à gauche des enfants qui ont 1 à 3 dysfonctions d'organes. Sur la partie droite du diagramme, ceux qui ont plus, c'est-à-dire 4 à 6. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que pour obtenir la même élévation de pression artérielle, ici 10 mm de mercure, pour les enfants qui sont modérément, on va dire, atteints, eh bien, des petites concentrations de l'ordre de 0,1, 0,2 sont suffisantes, alors que pour les enfants plus gravement atteints, il faut 10 fois cette concentration. Donc les conclusions des auteurs, c'est qu'il existe une variabilité interindividuelle de l'effet de la noradrénaline liée à l'âge et au poids, mais aussi à la gravité de la maladie qu'il faut prendre en compte pour la posologie. En attendant la mise à disposition du Chronomir, eh bien, je vous propose, si vous le souhaitez, d'utiliser la noradrénaline
prenez des ampoules à 2 mg par millilitre, vous prélevez 1,25 ml, c'est-à-dire 2,5 mg de noradré, que vous diluez dans 500 ml de sérum à 9 pour 1000, de chlorure de sodium à 9 pour 1000, vous obtenez 5 microgrammes par millilitre. Si vous réglez votre débit initial à 1,2 ml/kH, vous obtenez 0,1 microgramme kilo minute. Et puis évidemment, ensuite, vous titrez la dose en fonction de l'effet recherché. Pour conclure, donc, j'utilise en effet la bébinoradrénaline au bloc pour maintenir la pression artérielle et les pressions de perfusion, pour réduire les volumes perfusés et limiter l'hémodilution, parce que c'est maniable, on l'a vu, et parce que son utilisation est possible sur voie veineuse périphérique, alors j'insiste, réservée, et également sous réserve de durée de perfusion périphérique limitée et d'une surveillance rapprochée du site d'administration, car dans ce cas, eh bien, ce que vous devez éviter, c'est l'extravasation. Et puis, je vous rappelle cette phrase célèbre de Jean-Pierre Raffarin, le oui a besoin du non pour gagner, et donc, évidemment, je vais avoir besoin de l'aide de Mathilde pour achever de vous convaincre. Merci de votre attention. Très bien, merci Gilles. Donc, à Mathilde de convaincre que Gilles a raison, finalement. On va voir si ça va être cette conclusion-là. Merci Isabelle, merci Gilles aussi pour ces diaporamas. Alors, effectivement, moi, j'ai décidé de défendre le contre. Je vous laisse le choix de décider qui est l'ange et qui est le petit diable, hein, entre nous deux. On verra à la fin. Bien sûr, je n'ai pas mis de diaporama sur pourquoi il faut utiliser un vasopresseur. Ça, je suis entièrement d'accord qu'il faut lutter contre cette hypotension. Il faut être agressif rapidement, puisqu'on sait très bien que les effets secondaires de cette hypotension peuvent être assez importants. Donc, bien sûr, il faut lutter et traiter cette hypotension. Moi, ma principale question, c'est finalement la définition de cette bébinoradrée. On a compris, c'est faiblement concentré. Par contre, c'est une ou plusieurs concentrations. On parle de 5 microgrammes, on parle de 10, on parle de 20. Je pense qu'il manque encore de définition. En tout cas, chez l'adulte, c'est une perfusion continue, mais aussi on parle d'une utilisation en mode bolus. Et y a-t-il quand même un diamètre minimum? On va voir, parce qu'il y a des enjeux quand même de sécurité, avec notamment, comme tu l'as dit, hein, Gilles, une voie veineuse périphérique dédiée. Et on le sait très bien, en anesthésie pédiatrique, un des principaux problèmes qu'on peut être mis devant, c'est la difficulté de cette voie veineuse périphérique. Et évidemment, chez cet enfant, par exemple, 2 VVP, ça va être un petit peu compliqué. Et donc, pour avoir une voie veineuse périphérique dédiée, ça va être une problématique. Ça entraîne aussi des multiples dilutions. Tu as parlé de surveillance. Est-ce que finalement, toutes ces voies veineuses, si jamais on n'arrive pas à piquer aux membres supérieurs, est-ce qu'on va pouvoir surveiller aux membres inférieurs? Il faut également aussi réguler le débit de perfusion. On va en parler notamment en termes de volume de perfusion, notamment chez les plus petits. Et là, j'ai rapporté une étude de pratique, une enquête de pratique auprès des médecins anesthésistes et des IAD. Alors, c'était surtout des IAD qui ont répondu, mais finalement, ça reflète la pratique des médecins anesthésistes et qui montre, notamment ici, déjà, en termes de concentration, vous voyez que finalement, il y a une grande fourchette de concentration avec un pic avec la 10 microgrammes par millilitre. Mais voilà, il manque encore une définition. En termes de pratique aussi, on voit qu'il y en a certains qui font des bolus, d'autres des perfusions continues et d'autres bolus plus perfusion continue. Donc, il va falloir également se poser la question quel type d'administration pour cette bébinoradrée. Et puis, je pense surtout, je ne parle pas bien sûr d'efficacité, on est bien d'accord, mais d'un enjeu de sécurité avec notamment une possibilité d'erreur médicamenteuse avec ces multiples dilutions, avec ces risques de bolus et donc des risques de complications, j'ai oublié un petit P. Et aussi, on a tendance à peut-être un peu banaliser l'utilisation de la noradrénaline avec le fait, très bien, on peut utiliser la bébinoradrée, donc on n'a pas besoin de mettre de voie veineuse centrale et peut-être du coup de sous-estimer un petit peu des situations à risque hémodynamique et à risque éventuellement hémorragique. Et on peut se retrouver dans des situations un petit peu défavorables. Alors effectivement, la bébinoradrée, c'est en pleine expansion, ça vient de l'adulte, alors initialement avec les études en obstétrique et puis avec l'étude française d'Emmanuel Futier-Inpress, avec une concentration de 10 microgrammes par millilitre, qui a montré que, alors c'était pas l'objectif principal, mais c'est l'utilisation de cette noradrénaline faiblement concentrée, avec effectivement un taux d'extravasation dans cette étude
très très faible. Mais quand on lit l'article de façon un petit peu plus précise, il parle quand même d'une surveillance, qu'il faut être vraiment très vigilant avec donc une étude adulte avec un diamètre des cathéters qui finalement était de 18 gauges, qui nous arrive quand même rarement chez l'enfant, et avec un édito qui parlait de la sécurité de l'administration périphérique de noradrénaline tant qu'il n'y a pas d'extravasation. Alors, quid de la littérature pédiatrique? Je reprends cette très très belle étude pharmacocinétique sur les vasopresseurs. Il n'y avait pas que la noradrénaline, mais voilà, Gilles l'a très bien dit, plus l'enfant est petit, plus l'enfant est grave, plus il faut augmenter les posologies. Et moi, je mets mon bémol sur les petits poids, donc ça veut dire qu'il faut augmenter la vitesse et donc augmenter le volume de perfusion, et ce qui peut parfois nous amener à avoir des volumes de perfusion assez importants. Et comme tu as dit, il vaut mieux restreindre ces volumes chez les plus petits. En termes de sécurité, on en a parlé, ces extravasations, on va revoir les chiffres de complications. Ça reste quand même une complication qui peut être grave, avec des conséquences assez dramatiques. Et aussi sur l'erreur médicamenteuse, donc ça c'était les erreurs médicamenteuses en anesthésie pédiatrique. Et vous voyez que les erreurs sur les vasopresseurs arrivent ici en quatrième position, avec, comme on en a peut-être un petit peu parlé, pour éventuellement éviter ces erreurs, ces seringues pré-remplies. Et là, effectivement, arrive le chronomire. Pour l'instant, en tout cas, par exemple, aux HL, ils ne sont pas là. Donc c'est pour ça que je modère un petit peu mon utilisation de la baby noradré. On pourra en discuter à la fin. Alors, l'extravasation, c'est ce qu'on craint. Toi, tu as parlé de faible taux de complications, et effectivement, à peu près toutes les études montrent un taux d'extravasation entre 2% et 3%. Est-ce que c'est faible ou pas, vu les conséquences qu'il peut y avoir? En tout cas, on peut se poser la question. Et en tout cas, à chaque fois, il parle quand même d'un monitoring adéquat, d'une surveillance vraiment très rapprochée, et peut-être d'une population pédiatrique sélectionnée et pas non plus chez tout le monde, et notamment cette étude qui montrait que c'était là des enfants un petit peu grands, et donc on peut se poser la question et quid des plus petits en termes de sécurité. Là, c'était finalement une étude sur des enfants un petit peu plus petits, où ils ont comparé baby noradré, en tout cas vasopresseur voie veineuse périphérique versus voie centrale et cathé intraosseux, sachant qu'il montrait qu'il y avait moins de complications avec la voie veineuse périphérique, mais on sait très bien que le cathé intraosseux avait un peu entraîné des complications élevées, donc peut-être que c'est un petit peu biaisé. Et encore une autre qui montrait un taux d'extravasation autour de 2%. Donc voilà, attention à l'extravasation, la surveillance. Et finalement, j'ai bien aimé cet édito sur le fait que d'utiliser ces vasopresseurs par voie périphérique, peut-être qu'on oublie un petit peu de mettre des voies centrales, ou en tout cas qu'on repousse le timing de la voie centrale, et qu'il faut à ce moment-là probablement identifier des populations à risque, ou plutôt à faible risque d'avoir des vasopresseurs de façon importante. Et effectivement, cela, peut-être qu'on peut se poser la question de mettre ces vasopresseurs par voie périphérique, mais il ne faut pas oublier les autres qui ont vraiment besoin de voies centrales. Toutes ces études, c'était des enfants finalement hors bloc, soit en préhospitalier, soit en réanimation, et notamment pour le préhospitalier, ce qui était intéressant, c'est que c'était des enfants qui n'étaient pas sédatés, donc effectivement, mettre la baby noradré sur des voies veineuses périphériques pour éviter une voie veineuse centrale, là, ça a tout son intérêt, mais par contre, au bloc opératoire sous anesthésie générale, là, on a le choix, on peut mettre la voie centrale. Pour l'instant, est-ce qu'il y a des études au bloc? Non, en tout cas, moi, j'en ai pas trouvé. Effectivement, il y a la thèse, la thèse de Marseille, j'attends qu'il la publie. D'ailleurs, il va y avoir une enquête à DARPEF sur le sujet. Au bloc pédiatrique, déjà, on peut peut-être anticiper. C'est-à-dire que là, il faut vraiment connaître les chirurgies et les patients à risque d'hypotension, et à ce moment-là, de se poser la question de mettre une voie veineuse centrale, où là on sait que, notamment avec l'apport de l'écho, avec le faible complication, on va pouvoir mettre de la noradrénaline sans extravasation. Est-ce qu'on va parler de l'éphédrine? Est-ce que finalement, quand c'est une courte durée d'hypotension, on peut passer à un autre vasopresseur? Au bloc pédiatrique, est-ce que c'est vraiment applicable à tous les patients, quel que soit l'âge, quel que soit le type de la chirurgie, avec vraiment cette question essentielle de la surveillance? Peut-on surveiller nos voies veineuses périphériques au bloc opératoire sous les champs, notamment quand ils sont au niveau du membre inférieur? Et la question, voilà,
On est bien d'accord, il faut traiter l'hypotension, il faut être actif, il faut utiliser des vasopresseurs. Y en a-t-il d'autres que la noradrée? Bien sûr, là je cite l'étude éphédrine, qui, voilà, pour une fois, il y a un petit peu de données en littérature pédiatrique, qui, alors ça s'adressait uniquement à des nouveau-nés, des nourrissons de moins de 6 mois, mais on commence déjà à comprendre un petit peu comment marche ce vasopresseur, et c'était une étude pour déterminer notamment la posologie optimale, qui est autour de 1 mg par kilo. En tout cas, dans cette étude aussi, les objectifs secondaires étaient les complications, puisque, comme on l'a dit, l'éphédrine peut entraîner des tachycardies, d'hypertension, mais là, sur une centaine de patients, il n'y avait pas été retrouvé de complications à type de tachycardie ou d'hypertension. Donc finalement, en conclusion, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de données en anesthésie pédiatrique sur les différentes populations qu'on peut avoir au bloc. Il y a quand même un risque, je trouve, péropératoire, notamment d'erreurs médicamenteuses, d'extravasation, si la surveillance n'est pas possible. On l'a bien dit, et je suis d'accord avec Gilles, il faut vraiment une voie veineuse périphérique dédiée, mais peut-on avoir plusieurs voies veineuses périphériques chez tous les enfants? Ce n'est pas sûr. Attention aux apports cachés chez les plus petits, on augmente la vitesse, on va augmenter les volumes. Et ma crainte un petit peu, c'est de banaliser l'utilisation de cette noradrénaline et donc de sous-estimer la gravité de certains patients, alors qu'on peut anticiper, on peut connaître ces chirurgies et ces patients à risque avec une pose de voie veineuse centrale sous échographie. On a de l'éphédrine à disposition. En tout cas, là, je rejoins Gilles et peut-être que je vais te faire gagner pour le oui. Il faut, je pense, des protocoles, il faut screener les patients et il faut bien connaître les différentes complications, les différents risques de nos vasopresseurs. Voilà, donc à ce moment-là, je vous laisse le choix entre le oui et le non, entre l'ange et le démon. Et on est tout oui pour les différentes questions. Très bien, merci beaucoup Mathilde et Gilles pour ces deux topos qui sont très synthétiques et très clairs. Donc, en fait, si je résume, un, on veut éviter l'hypotension, Oui. bien sûr. Deux, la noradrée, ça marche pour faire ça. La baby noradrée, c'est pratique parce qu'on peut l'administrer sans cathé central. Néanmoins, effectivement, je crois que c'est important d'imposer une surveillance de la voie périphérique parce qu'il y a quand même un risque de diffusion et 2-3%, c'est pas anodin. Moi, la question que j'aimerais vous poser à tous les deux, finalement, c'est, moi j'ai donc à Trousseau comme Mayer, il y a une espèce de banalisation de cette utilisation de la noradrée, de la baby noradrée. Finalement, est-ce qu'on l'utilise à bon escient et quand est-ce qu'on peut se permettre de déclencher cette démarche? Parce que c'est quand même pas un médicament anodin, même si effectivement il y a peu d'effets secondaires visibles. À quel moment doit-on se dire je mets en marche la baby noradrée? Alors bien souvent, les perfs sont prêtes d'ailleurs sur des chirurgies lourdes, mais quand même, quel est le facteur? Quelle est votre démarche et votre timing dans la démarche à tous les deux? Alors moi, je différencierais deux grandes situations. Le malade arrive en état de choc, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps d'anticiper la voie veineuse centrale, etc. Et j'ai personnellement tendance à faire plusieurs choses en même temps. Du remplissage, faire préparer parce qu'on n'a pas anticipé la noradrée, et peut-être dans l'intervalle utiliser l'éphédrine. Donc là, je suis voilà, j'utilise tous les moyens et je commande le sang parce que si, en effet, le patient est dans le cadre d'un choc hémorragique, le remplissage c'est bien, mais le transport de l'oxygène nécessite des globules rouges. Puis deuxième cas de figure, on est dans une situation qui se passe au bloc habituellement, ça se met à saigner sous nos yeux. Le premier temps, c'est le remplissage vasculaire. La question qu'on pourra se poser, c'est à quel moment on considère que ça devient trop, pour éviter de trop hémodiluer, et donc pour recourir d'une part, probablement à la baby noradrée, et d'autre part à la transfusion sanguine. Voilà, je vais m'arrêter là et puis on pourra compléter. Oui, c'est pour ça que je pense que je reprends le terme de banaliser l'utilisation de la baby noradrée. On a l'impression, parce que c'est vrai que chez l'adulte, en obstétrique et maintenant dans des chirurgies même, on va dire moyennes, on a tendance vraiment à utiliser la baby noradrée. Mais je le répète, sur des cathlons quand même de diamètre assez conséquent, chose qu'on ne peut pas forcément avoir tout le temps en pédiatrie, avec plus une voie veineuse dédiée. Voilà. Comme l'a dit Gilles,
la baby noradrée sur un état de choc, un enfant instable qui arrive, il faut effectivement, il ne faut pas retarder l'adjonction de vasopresseurs par la pose d'une voie centrale qui d'ailleurs est peut-être difficile chez un enfant où tout le monde tourne autour et il va falloir rapidement traiter cette hypotension et là probablement la baby noradrée a toute sa place et peut-être c'est la situation la plus adaptée pour la baby noradrée. Par contre, sur des chirurgies, on va dire, moins majeures, ou en tout cas moins à risque d'hypotension, voire de saignement, je pense que banaliser la baby noradrée, c'est un petit peu dangereux. Je pense qu'on peut commencer par rapport déjà à, certes, un remplissage modéré en fonction du délai de jeûne, même si maintenant, quand même, les délais de jeûne sont raccourcis. Mais en tout cas, on peut se poser la question peut-être de commencer par un peu remplissage de l'éphédrine avant de se poser la question de la baby noradrée pour éviter justement ces différentes complications. Donc, voilà. Alors, à Lyon, pour l'instant, du fait de cette étude, on est plutôt par exemple éphédrine. Il y a certains collègues qui utilisent, mais plutôt par une transposition de l'adulte à l'enfance, que j'ai toujours un petit peu du mal à discuter, c'est cette baby noradrée. Donc en tout cas, c'est plutôt éphédrine. Et ensuite, effectivement, si on voit que c'est une chirurgie avec une complication inattendue, parce qu'on ne peut pas non plus tout anticiper, tout prévenir. S'il y a une complication avec des doses d'éphédrine qui commencent à être trop importantes, se poser la question de la baby noradrée. Mais pas forcément d'emblée chez tout le monde, enfin, en tout cas. Complètement d'accord. D'accord, donc on est bien, on est en fait tout à fait d'accord, c'est-à-dire que finalement quand même pour être dans une indication légitime, si je puis dire, du vasoconstricteur de la noradrée, il faut quand même optimiser avant, Oui. théoriquement, le volume d'éjection systolique. Et ça, la meilleure façon de l'optimiser, c'est d'utiliser un remplissage adapté. La difficulté qu'on a en pédiatrie, c'est qu'en fait, on a peu de feedback de monitoring pour savoir si on est bien en termes de volémie ou de volume d'éjection. Et c'est pour ça qu'on a les difficultés et la discussion qu'on a là. Parce que chez l'adulte, finalement, les anesthésistes, ils essayent d'abord d'optimiser le volume d'éjection et après, si c'est insuffisant, ils jouent sur la composante vasoplégique par le biais de la baby noradrée. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord finalement pour raisonner parce que non seulement il y a la volémie, mais on peut aussi se poser des questions sur la profondeur d'anesthésie. Il faut, voilà, il faut bien, il faut pas oublier que finalement tout ça est multifactoriel, qu'on a un certain nombre d'outils pour agir sur les différentes composantes. Ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est l'hypotension, on a bien compris. Voilà. Est-ce que, par exemple, si on était un peu naïf, on pourrait se poser des questions sur des effets délétères de la baby noradrée en termes de vasoconstriction abusive et de souffrance périphérique cellulaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, la réponse est oui, c'est-à-dire mettre de la baby noradrénaline à un malade qui serait hypovolémique et qu'on ne remplirait pas pourrait aboutir à une ischémie splanchnique, rénale, enfin, voire myocardique. Donc, il ne s'agit pas de vasoconstricter des vaisseaux vides. Il s'agit d'aider, d'accompagner un remplissage vasculaire et ensuite une transfusion sanguine, parce que j'insiste sur la nécessité de restaurer le transport d'oxygène rapidement. Donc, tout ce qu'on a vu sur les transfusions, alors on ne sait pas le propos, mais 1-1-1, c'est-à-dire un culot, un PFC, des plaquettes rapidement, enfin bon, bref, tout ce qui tourne autour de ça. Et pour s'aider, tu l'as dit, c'est compliqué. Il y a peu d'outils à notre disposition. Peut-être que des outils tels que le Doppler, enfin l'échographie cardiaque, si on peut la faire, Bien sûr, le Doppler transœsophagien, voilà, tout ça c'est le pour voir sol. si quand on remplit, on continue d'augmenter le volume d'éjection. Et Absolument. puis, on peut faire aussi de la NIRS multi-site, à la fois Hum, cérébrale, rénale ou rénal. splanchnique, pour voir ce qui se passe au cours de notre remplissage. Donc, c'est des petites choses, c'est non-invasif ou semi-non-invasif, et donc c'est facile à mettre en place, il n'y a pas de difficulté. Il faut connaître quand même là aussi tout à ses limites, hein. Enfin, à chaque fois qu'on utilise quelque chose, l'intérêt et les limites et les biais, les artefacts des méthodes, mais voilà, ça peut nous aider parce que la difficulté elle est surtout sur les tout petits, hein. Oui, c'est ça, oui. Non, il ne faut pas oublier le reste finalement des thérapeutiques, et c'est un petit peu ma crainte avec la baby noradrée, c'est d'oublier le reste des thérapeutiques, réfléchir sur la volémie, sur le jeûne, l'expansion volémique, même la transfusion, hein. On oublie en disant on va remonter artificiellement la tension, mais on oublie qu'il faut aussi transfuser.
Voilà, bah, je crois que le message final, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut intégrer les différents paramètres qui nous permettent d'aller jusqu'à la prescription de noradré, y compris la volémie, la profondeur d'anesthésie. Voilà, merci beaucoup pour cette session passionnante. Merci.